Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Un seul titre dans cette édition, dernier jour de la tournée du chef de l'État dans la banlieue de Dakar. Une journée marquée par une série d'activités dont l'inauguration de l'échangeur de l'émergence, une série de visites aussi au programme, notamment au centre de formation au métier du bâtiment, à l'unité des femmes transformatrices de Mbao. Le lancement des travaux de la deuxième section de la VDN était aussi au menu de la tournée du chef de l'État. Nous avons également un invité dans ce journal. Il s'agit du professeur Amadou Maktar Dieye, directeur de la pharmacie et du médicament. Il vient nous parler de la campagne de sensibilisation contre les médicaments de la rue. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc dans cette édition. Je le disais tantôt, le chef de l'État a procédé il y a quelques instants à l'inauguration de l'échangeur de l'émergence et nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Voilà, le président de la République a également visité dans la matinée le centre de formation au métier du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio. La maîtrise énergétique, les métiers de l'automobile et des poids lourds sont enseignés à des apprenants aux cursus variés. Le président Macky Sall salue l'initiative, une démarche d'inclusion des jeunes par une formation adaptée aux besoins du marché. C'est un compte rendu de Aboubakri Kane. À la sortie de la préfecture de Rufisque, où le chef de l'État a passé 4 nuits, les populations sont sorties spontanément pour saluer le passage du cortège en direction de Diamniadio. Tous âges confondus, ils ont exprimé la fierté d'avoir reçu dans leur localité le président de la République. À Diamniadio, le président Macky Sall est venu visiter le centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics. Première étape, l'unité de formation au métier de la maîtrise énergétique. C'est des kits qui nous permettent d'avoir vraiment l'énergie solaire parce qu'on veut intégrer dans la formation l'énergie solaire. Et vous savez que les lampes, à partir de ça, on peut donc allumer les lampes ici. Le volet maîtrise énergétique, c'est les aspects solaires et éoliens qui sont mis en avant. Et le centre permettra, avec maintenant la technique de BTC, de faire avancer les normes ou de trouver d'autres matériaux de substitution tels que la latérite qui a été utilisée pour la construction. À partir des panneaux photovoltaïques, l'énergie est récupérée et réinjectée dans le réseau Sénélec. Par la formation professionnelle, il est question dans ce centre de renforcer la qualification des ressources humaines. Alors, qu'est-ce que vous faites? Un modèle qu'il faut montrer que la formation générale n'est pas une fin en soi, il faut avoir un métier. Je vous encourage, je vous félicite. Merci. Au-delà du souci de maîtrise énergétique, le centre mène des activités de qualification diverses et spécialisées. Voilà, tout est vraiment là, monsieur. Dans les boxes de formation, on retrouve même des sourds, muets et malentendants en quête d'une qualification. C'est un sourd-muet. Nous avons ici des sourds-muets, donc des filles aussi. Et c'est pour répondre aux exigences d'un marché émergent. Vous avez des jeunes qui étaient à l'université, qui sont aujourd'hui en train d'être formés avec ceux qui n'ont même pas encore le CFE. Voilà la nouvelle dynamique. Deuxièmement, dans ce centre, tout ce qui est mécanique, mécanique poids lourd, mécanique deux roues, mécanique hors bord pour nos pêcheurs, etc. et la maîtrise énergétique, c'est au niveau de ce centre. Les fédérations patronales du BTP ont aussi salué le modèle de partenariat public-privé qui prévaut ici. L'État faisant donc les infrastructures avec l'appui des bailleurs de fonds et impliquant le secteur privé dans la conception des programmes, dans même la conception des bâtiments, et donc la gestion est donc confiée au secteur privé. Un centre construit avec le concours de la Banque mondiale et de l'AFD pour un coût global de 11 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a eu droit également à la présentation du projet de construction d'un centre de formation au métier du machinisme agricole.
Voilà, le président de la République développe une vraie politique de l'employabilité des jeunes. C'est pour cette raison qu'il s'est rendu au centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio. À côté aussi, c'est les pôles des métiers qui sont en travaux lancés par le président Macky Sall pour 11 milliards de francs CFA. Avec l'appui des partenaires au développement, nous découvrons le centre et les pôles des métiers avec Cher Bambagueya. Le centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics permet aux entreprises et aux acteurs du secteur d'accroître leur compétitivité en leur proposant des formations qui tiennent compte de l'évolution des besoins dans le secteur des BTP. Ici, la formation dans ces filières est exigeante et pointue. Nous avons activé la filière installation sanitaire, c'est la filière dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons une filière électricité thermique, donc électricité Senelec, mais aussi électricité durable, c'est-à-dire électricité solaire. Bon, nous avons une filière maçonnerie, gros œuvre, et une filière voirie et réseau divers qui est orientée travaux publics. Le président Macky Sall, qui a très tôt compris l'importance de la formation professionnelle, a lancé ici les pôles des métiers à côté. Des pôles qui comportent plusieurs domaines dont le tourisme et l'hôtellerie, et tout cela est piloté par le ministère de la formation professionnelle et technique. Là, nous sommes derrière un chantier qu'on est en train de réaliser qui est extrêmement avancé dans tout ce qui concerne la mécanique. Mécanique poids lourd, mécanique deux roues, mécanique hors-bord. Et juste derrière, vous aurez également un centre sur le tourisme, les métiers du tourisme. Et juste également à côté, enfin, nous avons aussi un centre sur l'aviculture. Nous avons aussi l'annexe donc de ce centre qui se trouverait à Saint-Louis, à côté de Saint-Louis à Diamant. Tout ce qui concerne le machinisme agricole. Donc vous voyez, du coup, on est en train progressivement d'installer et de diversifier des centres de formation. Les travaux qui vont durer 19 mois avec ceux de Diama dans la région de Saint-Louis sont confiés à l'AGETIP. On est en phase de finalisation des travaux, mais il y a aussi des travaux confortatifs qu'il va falloir nécessairement faire pour rendre accessible tout l'espace de ce centre. Ceci est le fruit d'une bonne collaboration entre l'État du Sénégal, l'Agence française de développement et les partenaires techniques et financiers avec un coût global de 11 milliards de francs CFA. Si nous considérons l'ensemble du pôle jusqu'à Diamant, c'est pas moins de 11 milliards qui sont injectés dans la construction et dans l'équipement. Vous voyez également que les artisans se sont mobilisés en parlant d'insertion. Comprenant les enjeux de cet important investissement de l'État du Sénégal, les populations de Diamniadio sont venues en masse très tôt pour magnifier les actions du président de la République Macky Sall pour un Sénégal émergent dans tous les domaines. Après Diamniadio, le chef de l'État s'est rendu à Bargny, une visite de la plage pour constater l'avancée de la mer, une menace pour toutes les concessions qui font face à l'océan. Bargny, zone vulnérable qui mérite l'attention des pouvoirs publics. La question du relogement a été évoquée au cours de cette visite. La direction de l'environnement y voit la seule solution. Aboubakri Kane. À Bargny, le chef de l'État est venu constater l'avancée de la mer qui a occasionné beaucoup de dégâts par ici. L'érosion côtière, un phénomène qui hante le sommeil de cette population de pêcheurs lébous. Certaines déjà expropriées, d'autres menacées par la furie des vagues. Sur la plage de Bargny, le président de la République manifeste son intérêt pour une solution durable pour mettre fin à l'érosion côtière. Il faut aménager la côte, il faut laisser toute une partie de la côte libre, que la mer puisse venir tranquillement, que les vagues se dissipent tranquillement sans se heurter à des murs. Parce que le fait que les vagues viennent frapper contre le mur, ça emmène le sable. Au lieu que la vague puisse déposer le sable, ça emmène le sable au large. Et là, c'est perdu. L'alternative n'est pas dans la construction de murs ou de blocs pierreux. Le projet de gestion intégrée des zones côtières propose comme solution le relogement des habitants de ces concessions vulnérables de Bargny. Les maisons sont construites dans le domaine public maritime, donc ça aussi c'est un frein, ça accélère disons le processus d'érosion. On a extrait le sable de toutes ces plages aussi, ça a renforcé ce phénomène.
Donc il faut trouver des solutions. On a travaillé avec le programme de gestion intégrée des zones côtières sur cette problématique, avec le fonds d'adaptation aussi, différents programmes pour savoir ce qu'il fallait faire. Là, à l'heure actuelle, vraiment, la solution, Monsieur le Président, c'est de reloger les gens en arrière du pays. Il concerne globalement 600 ménages. Au nom des habitants, le notable El Hadj Daouda Gueye confirme la volonté des résidents des maisons menacées de quitter les lieux. Le président Macky Sall souhaite, lui, une démarche inclusive pour parvenir à un large consensus et s'accorder sur des solutions partagées. Comment structurer les villages? On va se retrouver sur la question du littoral et sur les solutions à valider. L'océan est seulement à quelques mètres des habitations et c'est par défaut d'espace que plusieurs pirogues sont même laissées en pleine mer. Avec les changements climatiques, la mer qui avance petit à petit a fini d'engloutir une bonne partie du cimetière, témoigne le vieux El Hadj Daouda Gueye. Cette zone isolée et menacée par le déferlement des vagues place beaucoup d'espoir dans la visite du président Macky Sall. Bargny rêve d'un littoral sain à travers la stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière. Bientôt la fin du calvaire des femmes transformatrices de produits halieutiques dans la commune de Mbao. Un nouveau site de transformation moderne pour ces femmes sera construit dans la zone. L'objectif pour les autorités est de permettre à ces femmes d'évoluer dans de meilleures conditions de travail pour augmenter leur productivité. Une annonce bien accueillie par les populations. Ibrahim Odong, reportage. Un quartier en effervescence, synonyme de joie et d'espoir. Un espoir que les femmes transformatrices de produits halieutiques de Mbao nourrissent. Bientôt, leurs conditions de travail vont s'améliorer grâce à l'implantation d'un site moderne de transformation de produits halieutiques. Nous avions un problème sérieux avec les effets néfastes de la fumée et des odeurs qui dégageaient de ce site. Alors, les voisins se plaignaient un peu à cause de cette pollution, mais on ne pouvait que tolérer et faire avec. Du moment que l'État est venu avec un projet qui va vraiment régler tout ce problème, solutionner nos inquiétudes, je crois que l'impact est là, bien réel et concret. C'est sur ce site dépourvu de toutes les normes d'hygiène et de sécurité que les femmes de Mbao exercent leur métier. Aujourd'hui, elles attendent beaucoup du président de la République. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons le président Macky Sall à Mbao. Et nous souhaitons, une fois la réalisation du site de transformation des produits halieutiques, qu'il ait un suivi pour la durabilité de l'ouvrage. C'est prévu dans le projet donc une garderie pour que toutes les mamans qui vont venir vont poser, mettre les enfants à côté avec des monitrices qui vont les gérer. Même si les femmes sont à l'honneur, les pêcheurs, eux, ne cessent de magnifier les efforts consentis par le gouvernement dans la modernisation du secteur de la pêche. Nous lui dirons merci parce que quand même il a fait quelque chose de grandiose. Il a subventionné des moteurs, il a diminué le carburant. On a entendu qu'il est en train de construire des quais de pêche partout au Sénégal, malgré que Mbao n'a pas de quai de pêche, mais nous attendons notre part. De ce fait que nous sommes très contents, parce que ce qu'il a fait à Yoff ou à Bargny, il a fait pour tous les pêcheurs du Sénégal et que nous sommes très satisfaits. Environ 700 femmes vont donc voir leur productivité augmenter grâce à un meilleur cadre de travail, suffisant pour dire que l'émergence du Sénégal ne peut se faire sans les femmes. Après la réalisation de la phase 3 de la VDN, le chef de l'État a lancé officiellement cet après-midi les travaux de la phase 2. La section 2 fait la jonction entre la première section qui part du 6S et la troisième section qui aboutit à Guédiawaye, des travaux d'envergure pour rendre plus fluide la circulation. Un reportage de Amadou Aramtiam. Des ouvriers et des engins à l'œuvre, les piliers du pont ornés aux couleurs du drapeau national. Ici, les responsables du chantier mettent les bouchées doubles avant l'arrivée du chef de l'État pour le lancement des travaux. Un projet structurant d'envergure qui va du 6S au Golf Club.
de Guédiawaye. C'est une route qui fait à peu près 6 km en 2 fois 2 voies, avec une compte aller aussi sur tout le long. Ce projet de construction de la section 2 de la VDN s'identifie par des ouvrages qui font sa particularité. Le viaduc qui est derrière nous, c'est un viaduc qui fait 970 mètres avec disons 26 travées. Ça permet d'éviter à peu près 3 carrefours. Le carrefour de l'unité 26, le carrefour de la route qui va qui sort du cimetière et le carrefour de la brèche de Djamalai. Donc on a préféré déniveler pour ne pas un peu gêner la circulation. L'autre important ouvrage, c'est l'ouvrage de type Bosring, qui fait une portée de 350 mètres qui se trouve à Cambérène, au niveau du Moselle. Là, surtout, c'est pour éviter d'obstruer un peu la vue des pèlerins en période de pèlerinage. Une route en 2 voies avec l'aménagement d'un terre-plein central, d'un caniveau sur tout le long et d'une contre-allée pour la desserte intérieure. Autant de précautions pour faciliter la fluidité de la circulation. Un impact positif que les riverains apprécient. J'emprunte cette voie au moins 4 fois dans la journée, en aller-retour pour aller au boulot. Je crois que dans le cadre de la fluidité de la circulation, ça va nous aider. Mais nous, en tant que riverains, en tant que parcellois, et j'oublie pas, ceux qui sont au-delà des parcelles assainies vont gagner énormément en termes de temps. Ce que le gouvernement est prêt pour faire, je trouve que c'est une très bonne solution pour la population et aussi pour l'environnement aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Cerise sur le gâteau pour la jeunesse, le projet prévoit des aménagements spéciaux avec la construction d'un complexe sportif qui sera doté de 2 terrains de football, un de basket et un de volleyball. Le complexe sera aussi clôturé. Et puis le chef de l'État a procédé hier à la pose de la première pierre de l'hôtel de ville de Guédiawaye. L'édifice va coûter 400 millions de francs CFA et fait partie des infrastructures qui vont changer le visage de la localité au Marning. Apparemment, l'élément de Marning n'est pas encore en place. Voilà, donc je le disais tantôt que dans le cadre de la tournée du chef de l'État, il a procédé hier après-midi à la pose de la première pierre de l'hôtel de ville de Guédiawaye. L'édifice qui va coûter 400 millions de francs CFA va donc changer le visage de la localité. Nous retrouvons au Marning. Le top départ d'un processus qui verra l'édification d'un nouvel hôtel de ville ici. Le bâtiment sera le symbole d'une localité qui se structure et se modernise. Un hôtel de ville structurant qui accompagne un peu l'acte droit de la décentralisation. C'est une nouvelle génération. Vous l'avez vu avec les collèges, c'est une nouvelle architecture que vous avez voulu que ce soit fait. Et c'est dans ce cadre-là que ce bâtiment est fait. Et c'est un bâtiment intelligent, n'est-ce pas, qui utilise les nouvelles technologies en matière d'énergie, n'est-ce pas. Donc là où on ne peut pas mettre de la lumière, on ne peut pas ne pas mettre de la lumière, on a prévu du solaire. Et c'est un bâtiment intelligent en ce sens que quand les personnes rentrent, ça s'allume. Quand vous sortez, si vous oubliez, ça se refait. Et c'est bâti sur 750 mètres carrés, 2 niveaux, 26 bureaux avec des bureaux amovibles, 3 grandes salles et une grande salle de délibération qui est là, dehors, et qui sort un peu du bâtiment, qui n'empêche pas les gens. Voilà, ça c'est la salle de délibération. Les bureaux, salles de conférence et autres parkings qui vont sortir de terre ici font partie d'un ensemble. Guédiawaye bénéficie en effet d'infrastructures modernes qui vont changer le décor d'une ville qui émerge, concrétisant ainsi l'ambition forte du président Macky Sall pour les collectivités locales du Sénégal. Voilà, le président de la République a également visité le site de recasement de Tivaouane Peulh, un projet de plus de 36 milliards de francs CFA mobilisé par l'État et ses partenaires. La station d'épuration et le centre socio-éducatif ont aussi été visités par le chef de l'État. Le président a également magnifié la dimension sociale du site de recasement Aboubakry Kane. Le site de recasement de Tivaouane Peulh est une composante d'un des projets majeurs du président de la République, l'autoroute à péage. Un site de 192 hectares sur lequel l'État, à travers l'APEX, a aménagé 2000 parcelles de 150 mètres carrés chacune.
Un projet de 36 milliards et demi, fruit d'un partenariat entre l'État du Sénégal, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le projet englobe également des équipements sociaux collectifs pour mettre en avant la dimension accompagnement social. À date, nous avons livré 1216 parcelles. 195 aujourd'hui d'habitations sont présentes sur le site. Nous avons équipé ce site de 2 centres de santé, 2 écoles primaires qui comptabilisent 507 élèves, un collège, un marché, mais aussi 2 écoles primaires et un collège. Le collège totalise 600 élèves. Nous avons un marché, mais aussi des équipements sportifs sur le chantier. On travaille en relation avec la mairie où tout est prévu pour des familles qui habitaient essentiellement dans des zones inondables. La station d'épuration répond à une dynamique d'assainissement avec 3 composantes. Une station de pré-traitement qui fait la séparation des eaux usées et des objets solides. 2 bassins donc biologiques pour faire un traitement biologique avec une capacité de 2500 mètres cubes. Après donc on a un traitement de séparation et d'épaississeur et plus tard on retrouvera donc la séparation des eaux traitées et de la boue pour se retrouver donc dans ces lits-là. La station peut connecter au-delà du site d'autres communes. Les 20 000 habitants de la zone de recasement, à partir de la station de pompage qui se trouve à 2 km 500, leurs eaux sont pompées ici. Mais il faut préciser que la station est extensive à 60 000 habitants. Le site a bénéficié également de la construction d'un centre socio-éducatif où de jeunes filles sont formées à la couture et à la coiffure et initiées à l'économie familiale. Le ministère de la Famille va les accompagner pour une meilleure insertion dans le monde de l'entrepreneuriat. L'autre volet de ce centre est la formation de 200 femmes à la transformation des produits locaux, mais également l'accompagnement en maraîchage et à l'horticulture. Des activités génératrices de revenus pour les femmes de Tivaouane Peulh. Le chef de l'État salue la vision qui a prévalu dans la mise en œuvre de ce site de recasement. Un aménagement nouveau a été fait avec tous les attributs d'urbanité, d'abord la voirie, l'assainissement, l'éclairage public, mais aussi les infrastructures sociales et professionnelles, comme ce centre socio-éducatif, socio-culturel, qui permet la prise en charge et la formation des jeunes filles dans différents métiers. On l'a vu comme la couture, comme la coiffure, mais aussi pour les dames avec la transformation des céréales, des fruits et légumes, mais aussi le maraîchage et l'horticulture, notamment le jardinage sur table. Alliant espace de vie et formation, le modèle est à accompagner et à démultiplier dans d'autres localités. Avec les perspectives qu'offre l'ouverture de la section 3 de la VDN, le président Macky Sall souhaite une bonne gestion du foncier pour améliorer le cadre de vie. Ce foncier doit être encadré pour ne pas retomber dans les mêmes travers et donc réserver des zones à aménager pour des activités dédiées, ouvrir des zones d'habitation, mais dans une harmonie urbanistique. Après Tivaouane Peulh, sur le chemin du retour à la mairie de Guédiawaye, le président de la République a rendu une visite de courtoisie à Serigne Bass Bara Mbacké à la cité des HLM Las Palmas. Le religieux mouride a prié pour la réalisation des grands projets du président Macky Sall et pour une paix durable au Sénégal. Le chef de l'État a remis aujourd'hui le drapeau national à la délégation des sportifs qui vont représenter le Sénégal aux Jeux Olympiques de Rio. Il s'agit de 24 athlètes qualifiés aux JO qui ont reçu le message du chef de l'État, message de fraternité et de combativité et de courage. Donc c'est un compte rendu de Pape Biram Bigué Ndiaye. Ce sont des visages à retenir, des lions et lionnes prêts à rugir sur l'arène des Jeux Olympiques de Rio. Le moment d'un cérémonial de prestige, un rituel sacré.
nos sportifs sont gonflés à bloc par un chef d'État qui les invite à s'inspirer de leurs illustres aînés, tels que Amadou Diaba, médaillé d'argent au JO de Séoul, et Amimba Ketcham, championne du monde aux 400 mètres à Edmonton. Le message du président Macky Sall sonne comme un discours qui transcende. Faites honneur à la nation en incarnant les valeurs de Djam, de Fit et d'Angor, dans l'humilité et la dignité. Un ambassadeur émérite du Sénégal, adoptez en toutes circonstances un comportement éthique, la sportivité et le respect de l'adversaire. Le message s'adresse à la vingtaine d'athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio. Il s'agit notamment de l'équipe nationale féminine de basketball, des athlètes, des sportifs en arts martiaux et lutte olympique. L'État a mis tous les moyens nécessaires pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions de performance. Votre engagement en faveur du sport, Monsieur le Président, votre attachement aux valeurs qu'il promeut et votre soutien nous valent cette année d'avoir qualifié 24 athlètes pour représenter notre pays aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016. Investis de votre confiance et porteurs des espoirs de tous nos compatriotes, nous aurons à cœur de nous hisser à hauteur de l'événement pour faire honneur à ce drapeau symbole de notre souveraineté, fierté de tout un peuple que vous incarnez. Vous avez personnellement tenu, Monsieur le Président, à mettre la délégation de notre pays dans des conditions optimum de participation. Comme je l'ai dit, rien n'a été négligé. Ces Jeux olympiques de Rio vont se dérouler dans un contexte particulier, marqué par une insécurité qui n'épargne aucun pays du monde. Le président Macky Sall invite nos sportifs à intégrer cette dimension menace terroriste. Une période trouble, marquée par le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité organisée, qui se nourrit de l'ignorance, de l'intolérance et de l'exclusion sociale. La résolution de cette crise des valeurs engage tous les citoyens du monde, y compris bien entendu les sportifs de tous les continents, imbus des valeurs de l'olympisme. Le mondial constitue une priorité. Et surtout, elle constitue une opportunité de promouvoir les valeurs de solidarité, d'entraide, de tolérance, de fraternité et d'amitié qui doivent fonder cet humanisme dont le XXIe siècle a tant besoin. C'est un message de fraternité, de combativité, de dépassement et de courage que le chef de l'État a adressé à nos sportifs qui vont représenter la nation à la plus prestigieuse compétition sportive du monde. Alors, tous dans les starting blocks pour une médaille olympique. À l'occasion de la remise du drapeau symbole de la nation, les athlètes ambassadeurs du Sénégal aux Jeux olympiques de Rio ont dit comprendre tout le sens du message du chef de l'État. Leurs réactions sont recueillies par Pape Madi Diop. Le message du chef de l'État est suffisamment profond et suffisamment plein de sens, comme on le dit, pour accompagner les athlètes, pour que ces athlètes puissent aller au-delà de leurs forces pour défendre leur pays. Le président a parlé d'amitié, il a parlé d'engagement, il a parlé de patriotisme, mais il a aussi cerné ce que veut dire les Jeux olympiques. Il a cité le fondateur de ces Jeux olympiques pour dire que l'essentiel c'est de participer, mais la manière de participer aussi est extrêmement importante. Son message est d'aller défendre le Sénégal avec full jump, avec beaucoup de compétitivité. C'est une compétition très relevée, mais on va y aller, on va montrer ce qu'on a, on espère porter le drapeau du Sénégal le plus haut possible, Inch'Allah. Ça fait chaud au cœur de représenter sa nation et puis tout un peuple. Et c'est vrai que le canoë-kayak n'est pas très représenté au niveau du slalom, et c'est vrai que je porte la première pierre du canoë-slalom au Sénégal.
C'est un défi en tant que porte-drapeau de la délégation sénégalaise. Je demande à tous de prier pour que nous puissions rentrer à Dakar avec des médailles. Le président de la République nous a parlé d'une manière très conviviale, mais aussi d'une manière très ferme, pour que nous soyons les ambassadeurs du Sénégal au niveau donc, des Jeux Olympiques et qu'on fasse tout, qu'on donne tout de nous-mêmes pour pouvoir en fait gagner donc, des médailles. Et je pense que les athlètes l'ont compris, parce que comme je vous dis, la balle est dans notre camp. Tout ce qui devait être fait par le président Labik a été fait. Le gouvernement du Sénégal, à travers l'ANPEJ, accompagne les jeunes de la banlieue dans l'accès à l'emploi. Des financements sont déjà octroyés et une enveloppe conséquente est disponible pour soutenir les porteurs de projets. En visite dans la banlieue, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes a vu la ferme moderne que le PAPEJ a réalisée dans la banlieue. Hamidou Diop. Cette ferme de Ndoyen, déjà en activité, fait partie des 9 que le PAPEJ compte réaliser à Dakar. Plus d'une dizaine de jeunes travaillent ici. Ils pratiquent l'aviculture, l'arboriculture et le maraîchage. On a sélectionné 15 jeunes, 8 garçons et 7 filles. Ils vont avoir entre 150 à 200 000 francs mensuellement de bénéfices. Un revenu certain grâce à la vente des œufs, des poulets et des légumes. Le projet, c'est aussi un volet pérennisation. L'ANPEJ et le PAPEJ forment régulièrement les jeunes. L'État nous a donné beaucoup, car ils ont donné les intrants, les infrastructures et même un accompagnement technique, parce qu'on a eu à faire un séminaire de formation sur la gestion de la ferme. Pour garantir un emploi décent, le gouvernement du Sénégal, à travers des instruments comme l'ANPEJ, a pu financer plus de 200 projets. L'Agence nationale pour l'emploi des jeunes dispose aussi de plus de 3 milliards pour accompagner les porteurs de projets. La ferme que nous venons de visiter est une matérialisation de cette grande ambition que le président de la République a pour la jeunesse du pays, qui, comme je l'ai dit tantôt, est en recherche d'emploi. Dans le cadre du PAPEJ, c'est lui-même qui est allé solliciter auprès de la BAD un financement de presque 18 milliards pour réaliser des infrastructures de ce genre, pour accompagner les jeunes dans le financement de leurs projets. Et je pense que c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui de relever cette marque d'attention de l'autorité. Dans la banlieue, les jeunes qui ont reçu des financements mènent tranquillement leurs activités. Pour mettre en place Ispandougou, par exemple, ce promoteur a reçu plus de 9 millions, ce qui lui a permis de créer une 50aine d'emplois. Le projet s'appelle projet Espace Ndougou. Ndougou, comme vous l'entendez, c'est-à-dire faire la course. C'est-à-dire aller au marché acheter des légumes. Bon, le projet, nous l'avons eu grâce au financement du PAPEJ à hauteur de 9 millions. C'est pour mettre en place des tables dans les différents quartiers de la commune du département de Guédiawaye. À Guédiawaye, l'ANPEJ dispose aussi d'un centre de formation à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi. Une réponse adéquate destinée aux jeunes de la banlieue. On se félicite d'abord de la volonté politique avec l'installation des plateformes de l'ANPEJ, avec 2 services. Service dédié dénommé Base Emploi. Ensuite, un autre service acquis grâce à la coopération espagnole avec l'OIM, Organisation internationale des migrants, qui a permis d'installer un centre dénommé Centre d'assistance à l'auto-emploi. La combinaison de ces 2 services offerts par l'ANPEJ pourrait peut-être nous amener à avancer un chiffre de 2000 jeunes qui ont été pris en charge. Autre projet pour garantir l'emploi aux jeunes, la création de 5 centres d'incubation, 2 à Rufisque, un à Guédiawaye, un à Pékin et l'autre à Dakar. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Amadou Makhtar Dieye, directeur de la pharmacie et du médicament. Bonsoir, professeur, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Voilà, donc le professeur Amadou Makhtar Dieye vient donc nous parler de la campagne de sensibilisation sur les médicaments de la rue que sa structure donc va lancer à partir de quelle date encore, s'il vous plaît? C'est demain 24 juillet 2016 à partir de 9h au siège du ministère de la Santé et de l'Action sociale.
Et elle va durer combien de temps, cette campagne de sensibilisation? C'est du 24 juillet 2016 au 31 août 2016. Presque une semaine de sensibilisation. Pourquoi avoir initié cette campagne de sensibilisation? Nous avons voulu faire cette campagne de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation des médicaments de la rue, parce que ces médicaments de la rue sont dangereux. Ces médicaments de la rue ne soignent pas et peuvent aggraver la maladie de nos concitoyens. Également sur le plan économique, ce sont des pertes économiques importantes en termes de recettes fiscales et douanières. Donc l'objectif principal, c'est de protéger la population en contribuant par la communication à éradiquer les médicaments de la rue qui, comme je l'ai dit tantôt, sont des médicaments dangereux, utilisés ou bien délivrés par des personnes qui ne connaissent pratiquement rien sur les médicaments et qui mettent en danger donc la vie de nos concitoyens. Alors, qui sont les cibles? Quelles sont les cibles de cette campagne de sensibilisation? Les cibles de cette sensibilisation, ce sont d'abord les populations. Nous savons que les médicaments de la rue ont beaucoup diminué au Sénégal, mais force est de constater qu'il y a également une partie de notre population qui continue à utiliser ces médicaments de la rue. Donc la première cible, la cible principale, c'est la population. Pour bien informer la population, pour leur dire que si vous achetez les médicaments de la rue, vous perdez de l'argent, vous ne vous soignez pas, votre maladie va s'aggraver et on peut même vous créer d'autres maladies parce que ces médicaments de la rue sont mal conservés. Ceux qui les donnent ne connaissent pas les médicaments. Si on doit les mettre au frais, eux, ils ne s'en soucient pas. Lorsque ces médicaments sont périmés également, ils peuvent même changer les étiquettes. Donc, c'est des médicaments qui sont dangereux et qui posent beaucoup de problèmes et nous devons les combattre. La campagne, quand même, c'est vrai qu'elle vient à temps, mais depuis longtemps, ce genre de campagnes sont menées un peu partout au Sénégal. Est-ce qu'il y a des acquis dans ce sens, quand même? Bien entendu, il y a des acquis. Si on regarde principalement ce qui se passe à Dakar, c'est extrêmement difficile de voir des gens vendre de manière ostentatoire des médicaments. C'est des choses qu'on voyait, mais qui ont beaucoup diminué. Nous n'avons pas vraiment toutes les données par rapport à cette diminution, mais vraiment nous constatons que ça a beaucoup diminué et nous devons renforcer la lutte pour éradiquer donc, ce marché illicite de vente des médicaments. Alors parlez-nous maintenant du programme de cette campagne. Comment elle va se dérouler, la campagne de sensibilisation? C'est à travers le pays et quels sont les outils que vous utilisez? Donc la campagne, c'est une campagne surtout par la communication. Elle va commencer demain. Le lancement officiel va être fait par Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Awa Marie Coll Seck. Donc c'est demain au siège du ministère de la Santé et de l'Action sociale à partir de 9 h. Le lancement sera suivi d'une randonnée pédestre à laquelle nous convions toute la population du Sénégal, particulièrement la population du Sénégal. Et cette randonnée pédestre, donc, nous allons quitter le siège du ministère de la Santé, prendre l'avenue Cheikh Anta Diop, Boulangerie Médina, boulevard du Centenaire, terminaison, place de l'Obélisque. Et nous mettrons à la disposition des randonneurs donc des moyens de transport qui vont les ramener de la place de l'Obélisque au siège du ministère pour les gens qui vont se garer au siège du ministère de la Santé. Et dans les régions, comment ça va se passer? Pour le moment, nous mettons l'accent donc à Dakar. Nous allons faire donc la randonnée pédestre à Dakar, donc à Dakar, comme je l'ai dit, Blaise Diagne, la Médina, Point E, etc. Mais le 31 juillet 2016, nous allons faire une caravane de sensibilisation donc au niveau de la banlieue. Nous serons à Guédiawaye, nous serons à Pikine, nous serons à Yeumbeul, nous serons à Keur Massar pour vraiment sensibiliser encore un peu plus la population pour leur dire que les médicaments de la rue sont dangereux et ceux qui vous les proposent ne font que vous tromper. Je disais ailleurs que souvent ils disent que les pharmaciens sont impliqués, ce sont les mêmes médicaments, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens
qui constatent que certains médicaments même se vendent bien dans les pharmacies, qui vont les faire fabriquer ailleurs et qui viennent proposer ces médicaments en disant que ce sont les mêmes médicaments, alors que ce sont pas tout à fait les mêmes médicaments, ce sont de faux médicaments. Il ne faut pas que la population soit trompée par rapport à cela. Vous rassurez les populations que tous les médicaments vendus en pharmacie sont de bons médicaments? Oui, nous le confirmons. Tous les médicaments vendus en pharmacie sont de bons médicaments. Les médicaments pour entrer au Sénégal doivent avoir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Et pour cela, le fabricant doit déposer un dossier pour montrer que son médicament est efficace, sûr et de qualité. Mais ce dossier est examiné par des experts qui sont souvent des professeurs de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie et qui vont regarder est-ce que le rapport bénéfice sur risque est positif. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'un arrêté ministériel est pris pour autoriser l'utilisation des médicaments au Sénégal. Donc ce sont des médicaments sûrs et que nous surveillons régulièrement en faisant des inspections sur le terrain. Alors, est-ce que vous impliquez d'autres acteurs aussi dans ce combat, par exemple les guides religieux ou la presse? Bien entendu, cette campagne, elle est faite, c'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui l'a fait, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, le SNEPS, le service national d'éducation pour la santé du ministère de la Santé, les journalistes, les communicateurs traditionnels, les chefs religieux. Nous avons déjà eu à partager les objectifs de la campagne, le programme de la campagne avec tous ces acteurs et nous considérons que ce sont des acteurs clés, d'autant plus que nous voulons un changement du comportement par la communication. Là, ce sont les journalistes, les communicateurs traditionnels, les chefs religieux qui sont vraiment les personnes qui peuvent mieux nous aider pour atteindre notre objectif. Pour terminer, où en est-on avec la loi anti-tabac? La loi anti-médicaments de la rue, plutôt, je voulais dire, excusez-moi. D'accord. Bon, par rapport aux sanctions, en fait, vous voulez parler des sanctions par rapport aux gens qui vendent les médicaments dans la rue. Nous avons déjà des textes, des lois, des règlements qui permettent de combattre ou bien de sanctionner la vente illicite des médicaments. On appelle cela l'exercice d'une profession réglementée. Et les sanctions peuvent aller de 6 mois à 2 ans. Et nous, ce que nous disons, nous travaillons pour alourdir ces sanctions. Parce que nous pensons que ceux qui vendent les médicaments de la rue sont des criminels et il faut même criminaliser la vente illicite des médicaments. Mais nous voulons aussi exhorter les magistrats. Ils connaissent certes leur travail, mais pour que les sanctions prononcées à l'endroit de ces personnes-là soient plus sévères. Nous souhaitons que lorsqu'on prend quelqu'un en train de vendre des médicaments de la rue, la loi permet de les emprisonner de manière ferme pour 2 ans. Nous souhaiterons que cette peine-là soit appliquée. Et nous travaillons pour vraiment alourdir ces sanctions. Très bien. Voilà, merci beaucoup, professeur Amadou Mactar Adjei. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter avant de se quitter sur ce plateau? Oui, nous vous remercions. Nous voulons surtout inviter toute la population, notamment les pharmaciens, à venir en masse pour cette randonnée pédestre. Inviter les médecins. Moi, je dis toujours que ce sont les médecins même qui doivent plus s'occuper de cela. Parce que quand il y a des problèmes, c'est eux qui reçoivent les patients. Nous invitons les médecins, invitons les chirurgiens dentistes, les vétérinaires, les militaires, les étudiants, les délégués médicaux, les responsables d'agences, les grossistes répartiteurs, la pharmacie nationale d'approvisionnement. Nous invitons tout le monde, tous les acteurs du ministère de la Santé, de la Justice, du Commerce, pour qu'ils nous accompagnent par rapport à cette randonnée pédestre, dont le seul objectif, c'est de protéger la population sénégalaise. On rappelle que c'est demain que ça va démarrer cette campagne de sensibilisation contre les médicaments de la rue. Merci à vous, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, j'avais un peu anticipé sur la loi anti-tabac que le Sénégal a votée en 2014, une mesure de santé publique salutaire en raison des dangers liés au tabagisme. Dans l'attente des décrets d'application de la loi, les acteurs de la lutte poursuivent le plaidoyer. Ainsi, la LISTAB entend sensibiliser plusieurs segments de la société, dont les guides religieux et la presse. Une rencontre avec les journalistes a eu lieu au SNEPS. C'est un compte rendu de Oumar Diaw.
La Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac est sur le pied de guerre pour faire face à un fléau qui gagne du terrain dans les pays pauvres. Elle ne se lasse pas dans la vulgarisation de la loi anti-tabac votée il y a 2 ans. C'est une loi qui interdit donc la publicité, qui empêche les gens de fumer dans certains lieux publics. C'est une loi également qui donne la possibilité au gouvernement de demander de mettre des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. C'est une loi également qui interdit l'ingérence de l'industrie du tabac. De plus en plus de contraintes pèsent sur l'industrie du tabac. Celle-ci multiplie dès lors les subterfuges, les stratégies de contournement et parfois les pressions sur les États. Elle serait aussi, selon la LISTAB, impliquée dans le trafic de cigarettes. Les acteurs de la lutte ne veulent qu'une chose, l'effectivité des décrets d'application de la loi. La LISTAB donc demande à ce que cette signature-là soit accélérée. Les textes de décrets d'application sont prêts. Ils ont été adoptés en Conseil des ministres, donc le 6 avril. Les gens donc, ne sont pas protégés parce qu'ils sont enfumés dans les lieux publics. La sensibilisation des populations, l'implication des journalistes et des chefs religieux sont d'importants éléments du plaidoyer. Nous avons été voir les chefs religieux. Et la première personnalité religieuse que nous avons été visiter, c'est le cardinal Théodore Adrien Sarr, qui nous a vraiment aidés, qui nous a soutenus. Ensuite, nous avons été partout, à Touba, Ndiassane, Tivaouane, et nous allons y retourner. La LISTAB veut mettre à contribution le pouvoir d'influence des guides religieux, très écoutés au Sénégal. Et voilà à quoi devraient bientôt ressembler les paquets de cigarettes. De quoi ôter l'envie de s'en griller une. Voilà, je le disais en début de journal, le chef de l'État a procédé aujourd'hui à l'inauguration de l'échangeur de l'émergence. L'ouvrage qui a coûté plus de 7 milliards de francs CFA a été entièrement réalisé par l'expertise locale. Il entre dans le cadre d'un vaste programme de réalisation d'infrastructures à Dakar et qui va coûter près de 1000 milliards de francs CFA. Écoutons à ce propos le chef de l'État. Dakar doit répondre pleinement à sa vocation de capitale moderne. Capitale moderne desservie par des infrastructures de qualité qui contribuent à la mobilité urbaine. C'est tout le sens des chantiers récemment achevés dans la région de Dakar et environ, dont on pourrait citer entre autres la construction et l'aménagement de la voie de dégagement nord sur le tronçon Golfe-Tivaouane-Peulh, y compris la bretelle d'accès au village de Tivaouane-Peulh que je viens d'inaugurer hier. La réalisation d'autoponts, l'aménagement et l'élargissement de la Grande Niaï entre Rufisque, Bayard et Lompoul. La mise à niveau de plusieurs routes à Dakar. Ces efforts, naturellement, seront poursuivis par la réalisation d'autres projets à haute intensité de main-d'œuvre qui donneront une belle allure à la banlieue de Dakar. En est-il ainsi du train express régional Dakar Aéroport international Blaise Diagne, d'un coût global de 500 milliards de francs CFA pour un potentiel de 3000 emplois directs. Des travaux d'élargissement en 2x2 voies de la route des Niayes que j'ai lancé également hier, dont j'ai lancé les travaux, entre le rond-point de Liberté 6, les Parcelles Assainies, Guédiawaye, Pikine, Thiaroye et Keur Massar, y compris les voiries urbaines de connexion pour 120 milliards de francs CFA et 20 000 emplois prévus. D'autre part, nous allons réaliser la deuxième section de la voie de dégagement nord que je viens également de lancer tout à l'heure entre le 6S et le Golf Club de Guédiawaye. Bien sûr, je n'oublie pas les travaux de modernisation des villes du Sénégal, Promoville, pour un montant de 280 milliards de francs CFA et près de 8000 emplois générés. Il y a
également les travaux de construction de voiries urbaines en pavé pour les routes de connexion à la route des Niayes dans le département de Guédiawaye et le département de Pikine et Rufisque. Le coût total, chers compatriotes, de ces projets urbains qui concernent principalement la banlieue, le coût total donc s'élève à plus de 980 milliards de francs CFA. Donc 1000 milliards pour ces infrastructures, c'est cela le concept de développement inclusif que j'ai prôné, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. À l'issue donc de l'inauguration de l'échangeur de l'émergence, les autorités et les usagers ont salué cette réalisation. Voici quelques réactions au micro de Pape Bounetiaou. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'action du chef de l'État qui ne cesse depuis 2012 de poser des actes qui travaillent à ce que le Sénégal puisse aller vers l'émergence. Et cette tournée en est une parfaite illustration. Et nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons pas ne pas magnifier ces actes du chef de l'État qui vont dans le sens d'abord de renforcer quand même les infrastructures au niveau de la région de Dakar, mais aussi qui va dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations. Et nous tous, nous savons que si quand même le problème du transport, le problème de la circulation au niveau de la région de Dakar est réglé, nous ne pouvons pas ne pas dire que les conditions de vie des populations sont en train d'être améliorées. C'est pourquoi nous, en tant que parlementaires, nous félicitons le chef de l'État, nous félicitons son gouvernement, nous félicitons aussi les industries qui ont tout fait pour que ces infrastructures de dernière génération puissent être inaugurées aujourd'hui par le président de la République. Il a dit qu'il est dans l'action et cela montre qu'il est dans l'action. Ce que je voulais simplement, c'est appeler les Sénégalais, tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils se situent, à soutenir le président de la République, à soutenir ses projets, à cesser le divertissement, à cesser les discussions futiles. Il a eu à dire qu'aujourd'hui, il invite les Sénégalais à débattre sur le plan Sénégal émergent, qui est un programme économique. Il a proposé un programme. La majorité des Sénégalais sont d'accord avec ce programme. Nous n'avons pas regretté d'avoir choisi le président Macky Sall depuis fin 2008 pour battre campagne à ses côtés, pour lutter derrière lui. Voilà les preuves. On n'est pas dessus. Il aurait pu faire autrement. Mais voilà, il est en train de mettre sur pied un Sénégal, il est en train de construire un Sénégal émergent. Et on dit en Wolof, mais de Gisbok aussi. Nous remercions le président Macky Sall de nous permettre de regarder les militants à qui on avait promis un Sénégal émergent depuis 2009-2008. C'est un pont qui vient à son heure, c'est un pont génial. Et un pont qui participe au développement du pays et de la région de Dakar. Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'embouteillages. Et c'est sûr qu'après, il n'y aura plus d'embouteillage de ce côté-ci. Les voitures, les véhicules iront comme ils veulent, en aller, en retour. D'autres iront en haut, d'autres en bas, d'autres en sens inverse. Et ce sera vraiment l'extraordinaire. On ne peut que le remercier à travers cet acte et s'en réjouir. Dans la mesure où, vous savez, par rapport aux statistiques, il y a une perte énorme par rapport au produit brut intérieur, par rapport aux embouteillages. Donc si on a ce bijou aujourd'hui, on s'en réjouit, on félicite le président davantage. C'est le pont de l'émergence. On ne peut pas dire les choses autrement. C'est l'avenir, c'est l'ouverture, c'est l'espoir pour le Sénégal. C'est un exemple parmi tant d'autres projets. Donc c'est le Sénégal qui gagne, c'est le Sénégal qui va de l'avant. Et à travers ce pont, c'est un symbole, puisqu'on se rappelle un passé douloureux, avec, comment dirais-je encore, qu'on appelait communément le pont Sénégal 92. Je me rappelle le premier accident grave qu'il y a eu ici, concernait un membre de ma famille, dont le véhicule était tombé du pont. Cela étant, ce qui importe aujourd'hui, ce sont les réalisations du chef de l'État qu'il faut, comment dirais-je encore, soutenir, appuyer, encourager et accompagner.
Ils viennent de 11 pays francophones pour une formation en vue de devenir gendarme comme profession. Ils sont 44 officiers qui viennent de terminer son cours d'application à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. La remise des diplômes symbolise leur appartenance à la gendarmerie, corps dans lequel ces nouveaux gendarmes sont appelés à rester disponibles tout le temps au service des populations d'Araba. En recevant leur diplôme, ces officiers qui avaient fini leur formation de base deviennent désormais des gendarmes. Le cours d'application bien suivi avait une double vocation, policière et militaire. Des chefs militaires rigoureux et loyaux, décideurs charismatiques, conscients de leurs devoirs et responsabilités. Des professionnels de la sécurité publique, de la police judiciaire et du maintien de l'ordre, connaissant parfaitement les textes et capable de gérer des situations complexes ou délicates en temps de crise et de conflits armés. De véritables performances ont été enregistrées. Seuls 3 parmi les stagiaires ont eu une mention passable. Un sentiment de fierté, également comme tous les autres membres de la promotion, donc qui ont eu également à dérouler pendant 10 mois, donc à faire des pieds et des mains, donc pour arriver à ce stade. Le deuxième de cette 9e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale vient de la Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour moi, en tant qu'ancien militaire, d'avoir intégré le noble corps qu'est la gendarmerie. C'est un honneur aussi, en tant que deuxième de la promotion et représentant tous les pays amis ici présents, de féliciter tout l'encadrement et toute la nation sénégalaise. Ils sont au total 11 nationalités à avoir suivi ce cours d'application pour devenir gendarme. Ce qui marque la renommée internationale de ce centre, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains nous confient la formation de leurs cadres, ce qui peut construit un véritable creuset pour une harmonisation de nos méthodes de travail, pour une harmonisation de nos opérations, de nos bases de données et surtout une fraternité qui est très utile dans le cadre de l'organisation des gendarmeries africaines que nous avons mise en place et qui aujourd'hui commence à prendre son élan. L'école des officiers de la gendarmerie nationale va procéder dans un bref délai à des réajustements dans ses modules de formation, objectif s'adapter aux questions de l'heure comme le terrorisme ou encore le blanchiment d'argent. Dans l'actualité internationale, les Ivoiriens mécontents de leur société d'électricité, l'Afghanistan frappé par un attentat terroriste, l'Allemagne qui s'interroge toujours sur les motivations du tireur de Munich. Nous démarrons par le Mali où le calme revient à Kidal, mais la tension demeure. C'est un récit de Cher Traoré. Après de violents affrontements entre les rebelles Touaregs de la CMA et des membres du Gacha, le calme est revenu à Kidal dans le nord du Mali. Ces deux armées se battent pour le contrôle de la ville occupée depuis hier par les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Des témoins affirment que les derniers combattants du Gacha favorables au gouvernement ont quitté la ville. Les combats ont fait plusieurs dizaines de victimes et une cinquantaine de blessés selon la Croix-Rouge. Devant le climat tendu à Kidal, l'ONU a déployé 2 bataillons pour sécuriser les civils. Côte d'Ivoire, la hausse des tarifs d'électricité fait de nombreux mécontents. Après Yamoussoukro, les populations de Bouaké ont manifesté contre la hausse des prix vendredi, une manifestation qui a dégénéré. L'intervention des forces de sécurité a fait 1 mort par balle et une dizaine de blessés. 42 personnes ont été arrêtées. Les manifestants ont pillé plusieurs bâtiments, dont une agence de la compagnie ivoirienne d'électricité. 80 morts et 200 blessés, c'est le bilan encore provisoire de l'attentat ce samedi en Afghanistan. Une forte explosion a retenti dans une manifestation pacifique de la minorité chiite Hazara. Les manifestants se dirigeaient vers le palais présidentiel pour protester contre le tracé d'une ligne à haute tension dans leur région. Les terroristes qui se sont mêlés aux manifestants ont fait exploser leurs charges. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. En Allemagne, les premiers éléments de l'enquête sur l'attaque de Munich écartent la piste de l'État islamique. Les autorités policières parlent de l'œuvre d'un déséquilibré sans motif politique. L'auteur de la fusillade, qui a fait 9 morts dans un centre commercial, est âgé de 18 ans. Il est né et a grandi à Munich. Retrouvé mort, il s'est suicidé selon les résultats de l'autopsie. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette édition. Très bonne soirée sur la RTS1.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Un seul titre dans cette édition, dernier jour de la tournée du chef de l'État dans la banlieue de Dakar. Une journée marquée par une série d'activités dont l'inauguration de l'échangeur de l'émergence, une série de visites aussi au programme, notamment au centre de formation au métier du bâtiment, à l'unité des femmes transformatrices de Mbao. Le lancement des travaux de la deuxième section de la VDN était aussi au menu de la tournée du chef de l'État. Nous avons également un invité dans ce journal. Il s'agit du professeur Amadou Maktar Dieye, directeur de la pharmacie et du médicament. Il vient nous parler de la campagne de sensibilisation contre les médicaments de la rue. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc dans cette édition. Je le disais tantôt, le chef de l'État a procédé il y a quelques instants à l'inauguration de l'échangeur de l'émergence et nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Voilà, le président de la République a également visité dans la matinée le centre de formation au métier du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio. La maîtrise énergétique, les métiers de l'automobile et des poids lourds sont enseignés à des apprenants au cursus varié. Le président Macky Sall salue l'initiative, une démarche d'inclusion des jeunes par une formation adaptée aux besoins du marché. C'est un compte rendu de Aboubakri Kane. À la sortie de la préfecture de Rufisque, où le chef de l'État a passé 4 nuits, les populations sont sorties spontanément pour saluer le passage du cortège en direction de Diamniadio. Tous âges confondus, ils ont exprimé la fierté d'avoir reçu dans leur localité le président de la République. À Diamniadio, le président Macky Sall est venu visiter le centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics. Première étape, l'unité de formation au métier de la maîtrise énergétique. C'est des kits qui nous permettent d'avoir vraiment l'énergie solaire parce qu'on veut intégrer dans la formation l'énergie solaire. Et vous savez que les lampes, à partir de ça, on peut donc allumer les lampes ici. Le volet maîtrise énergétique, c'est les aspects solaires et éoliens qui sont mis en avant. Et le centre permettra, avec maintenant la technique de BTC, de faire avancer les normes ou de trouver d'autres matériaux de substitution tels que la latérite qui a été utilisée pour la construction. À partir des panneaux photovoltaïques, l'énergie est récupérée et réinjectée dans le réseau Sénélec. Par la formation professionnelle, il est question dans ce centre de renforcer la qualification des ressources humaines. Alors, qu'est-ce que vous faites? Un modèle qu'il faut montrer que la formation générale n'est pas une fin en soi, il faut avoir un métier. Je vous encourage, je vous félicite. Merci. Au-delà du souci de maîtrise énergétique, le centre mène des activités de qualification diverses et spécialisées. Voilà, tout est vraiment là, monsieur. Dans les boxes de formation, on retrouve même des sourds, muets et malentendants en quête d'une qualification. C'est un sourd-muet. Nous avons ici des sourds-muets, donc des filles aussi. Et c'est pour répondre aux exigences d'un marché émergent. Vous avez des jeunes qui étaient à l'université qui sont aujourd'hui en train d'être formés avec ceux qui n'ont même pas encore le CFE. Voilà la nouvelle dynamique. Deuxièmement, dans ce centre, tout ce qui est mécanique, mécanique poids lourd, mécanique deux roues, mécanique hors bord pour nos pêcheurs, etc. et la maîtrise énergétique, c'est au niveau de ce centre. Les fédérations patronales du BTP ont aussi salué le modèle de partenariat public-privé qui prévaut ici. L'État faisant donc les infrastructures avec l'appui des bailleurs de fonds et impliquant le secteur privé dans la conception des programmes, dans même la conception des bâtiments, et donc la gestion est donc confiée au secteur privé. Un centre construit avec le concours de la Banque mondiale et de l'AFD pour un coût global de 11 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a eu droit également à la présentation du projet de construction d'un centre de formation au métier du machinisme agricole.
Voilà, le président de la République développe une vraie politique de l'employabilité des jeunes. C'est pour cette raison qu'il s'est rendu au centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio. À côté aussi, c'est les pôles des métiers qui sont en travaux lancés par le président Macky Sall pour 11 milliards de francs CFA. Avec l'appui des partenaires au développement, nous découvrons le centre et les pôles des métiers avec Cher Bambagueya. Le centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics permet aux entreprises et aux acteurs du secteur d'accroître leur compétitivité en leur proposant des formations qui tiennent compte de l'évolution des besoins dans le secteur des BTP. Ici, la formation dans ces filières est exigeante et pointue. Nous avons activé la filière installation sanitaire. C'est la filière dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons une filière électricité thermique, donc électricité Senelec, mais aussi électricité durable, c'est-à-dire électricité solaire. Bon, nous avons une filière maçonnerie, gros œuvre, et une filière voirie et réseau divers qui est orientée travaux publics. Le président Macky Sall, qui a très tôt compris l'importance de la formation professionnelle, a lancé ici les pôles des métiers à côté. Des pôles qui comportent plusieurs domaines dont le tourisme et l'hôtellerie, et tout cela est piloté par le ministère de la formation professionnelle et technique. Là, nous sommes derrière un chantier qu'on est en train de réaliser qui est extrêmement avancé dans tout ce qui concerne la mécanique. Mécanique, poids lourd, mécanique deux roues, mécanique hors-bord. Et juste derrière, vous aurez également un centre sur le tourisme, les métiers du tourisme. Et juste également à côté, enfin, nous avons aussi un centre sur l'aviculture. Nous avons aussi l'annexe donc de ce centre qui se trouverait à Saint-Louis, à côté de Saint-Louis à Diamant. Tout ce qui concerne le machinisme agricole. Donc vous voyez, du coup, on est en train progressivement d'installer et de diversifier des centres de formation. Les travaux qui vont durer 19 mois avec ceux de Diama dans la région de Saint-Louis sont confiés à l'AGETIP. On est en phase de finalisation des travaux, mais il y a aussi des travaux confortatifs qu'il va falloir nécessairement faire pour rendre accessible tout l'espace de ce centre. Ceci est le fruit d'une bonne collaboration entre l'État du Sénégal, l'Agence française de développement et les partenaires techniques et financiers, avec un coût global de 11 milliards de francs CFA. Si nous considérons l'ensemble du pôle jusqu'à Diamant, c'est pas moins de 11 milliards qui sont injectés dans la construction et dans l'équipement. Vous voyez également que les artisans se sont mobilisés en parlant d'insertion. Comprenant les enjeux de cet important investissement de l'État du Sénégal, les populations de Diamniadio sont venues en masse très tôt pour magnifier les actions du président de la République Macky Sall pour un Sénégal émergent dans tous les domaines. Après Diamniadio, le chef de l'État s'est rendu à Bargny, une visite de la plage pour constater l'avancée de la mer, une menace pour toutes les concessions qui font face à l'océan. Bargny, zone vulnérable qui mérite l'attention des pouvoirs publics. La question du relogement a été évoquée au cours de cette visite. La direction de l'environnement y voit la seule solution. Aboubakri Kane. À Bargny, le chef de l'État est venu constater l'avancée de la mer qui a occasionné beaucoup de dégâts par ici. L'érosion côtière, un phénomène qui hante le sommeil de cette population de pêcheurs lébous. Certaines déjà expropriées, d'autres menacées par la furie des vagues. Sur la plage de Bargny, le président de la République manifeste son intérêt pour une solution durable pour mettre fin à l'érosion côtière. Il faut aménager la côte, il faut laisser toute une partie de la côte libre, que la mer puisse venir tranquillement, que les vagues se dissipent tranquillement sans se heurter à des murs. Parce que le fait que les vagues viennent frapper contre le mur, ça emmène le sable. Au lieu que la vague puisse déposer le sable, ça emmène le sable au large. Et là, c'est perdu. L'alternative n'est pas dans la construction de murs ou de blocs pierreux. Le projet de gestion intégrée des zones côtières propose comme solution le relogement des habitants de ces concessions vulnérables de Bargny. Les maisons sont construites dans le domaine public maritime, donc ça aussi c'est un frein, ça accélère disons, le processus d'érosion. On a extrait le sable de toutes ces plages aussi, ça a renforcé ce phénomène.
Donc il faut trouver des solutions. On a travaillé avec le programme de gestion intégrée des zones côtières sur cette problématique, avec le fonds d'adaptation aussi, différents programmes pour savoir ce qu'il fallait faire. Là, à l'heure actuelle, vraiment, la solution, Monsieur le Président, c'est de reloger les gens en arrière du pays. Il concerne globalement 600 ménages. Au nom des habitants, le notable El Hadj Daouda Gueye confirme la volonté des résidents des maisons menacées de quitter les lieux. Le président Macky Sall souhaite, lui, une démarche inclusive pour parvenir à un large consensus et s'accorder sur des solutions partagées. Comment structurer les villages. On va se retrouver sur la question du littoral et sur les solutions à valider. L'océan est seulement à quelques mètres des habitations et c'est par défaut d'espace que plusieurs pirogues sont même laissées en pleine mer. Avec les changements climatiques, la mer... Je trouve que c'est une très bonne solution pour la population et aussi pour l'environnement aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Cerise sur le gâteau pour la jeunesse, le projet prévoit des aménagements spéciaux avec la construction d'un complexe sportif qui sera doté de 2 terrains de football, un de basket et un de volleyball. Le complexe sera aussi clôturé. Et puis le chef de l'État a procédé hier à la pose de la première pierre de l'hôtel de ville de Guédiawaye. L'édifice va coûter 400 millions de francs CFA et fait partie des infrastructures qui vont changer le visage de la localité. Oumar Nying. Apparemment, l'élément d'Oumar Nying n'est pas encore en place. Voilà, donc je le disais tantôt que dans le cadre de la tournée du chef de l'État, il a procédé hier après-midi à la pose de la première pierre de l'hôtel de ville de Guédiawaye. L'édifice qui va coûter 400 millions de francs CFA va donc changer le visage de la localité. Nous retrouvons Oumar Nying. Le top départ d'un processus qui verra l'édification d'un nouvel hôtel de ville ici. Le bâtiment sera le symbole d'une localité qui se structure et se modernise. Un hôtel de ville structurant qui accompagne un peu l'acte droit de la décentralisation. C'est une nouvelle génération. Vous l'avez vu avec les collèges, c'est une nouvelle architecture que vous avez voulu que ce soit fait. Et c'est dans ce cadre-là que ce bâtiment est fait. Et c'est un bâtiment intelligent, n'est-ce pas, qui utilise les nouvelles technologies en matière d'énergie, n'est-ce pas. Donc là où on ne peut pas mettre de la lumière, on ne peut pas ne pas mettre de la lumière, on a prévu du solaire. Et c'est un bâtiment intelligent en ce sens que quand les personnes rentrent, ça s'allume. Quand vous sortez, si vous oubliez, ça se répète. Et c'est bâti sur 750 mètres carrés, 2 niveaux, 26 bureaux avec des bureaux amovibles, 3 grandes salles et une grande salle de délibération qui est là, d'or, et qui sort un peu du bâtiment, qui n'empêche pas les gens. Voilà, ça c'est la salle de délibération. Les bureaux, salles de conférence et autres parkings qui vont sortir de terre ici font partie d'un ensemble. Guédiawaye bénéficie en effet d'infrastructures modernes qui vont changer le décor d'une ville qui émerge, concrétisant ainsi l'ambition forte du président Macky Sall pour les collectivités locales du Sénégal. Voilà, le président de la République a également visité le site de recasement de Tivaouane Peulh, un projet de plus de 36 milliards de francs CFA mobilisé par l'État et ses partenaires. La station d'épuration et le centre socio-éducatif ont aussi été visités par le chef de l'État. Le président a également magnifié la dimension sociale du site de recasement. Aboubakri Kane. Le site de recasement de Tivaouane Peulh est une composante d'un des projets majeurs du président de la République, l'autoroute à péage. Un site de 192 hectares sur lequel l'État, à travers l'APEX, a aménagé 2000 parcelles de 150 mètres carrés chacune. Un projet de 36 milliards et demi, fruit d'un partenariat entre l'État du Sénégal, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le projet englobe également des équipements sociaux collectifs pour mettre en avant la dimension accompagnement social. À date, nous avons livré 1216 parcelles. 195 aujourd'hui d'habitations sont présentes sur le site. Nous avons équipé ce site de 2 centres de santé,
2 écoles primaires qui comptabilisent 507 élèves, un collège, un marché, mais aussi 2 écoles primaires et un collège. Le collège totalise 600 élèves. Nous avons un marché, mais aussi des équipements sportifs sur le chantier. On travaille en relation avec la mairie où tout est prévu pour des familles qui habitaient essentiellement dans des zones inondables. La station d'épuration répond à une dynamique d'assainissement avec 3 composantes. Une station de pré-traitement qui fait la séparation des eaux usées et des objets solides. 2 bassins donc biologiques pour faire un traitement biologique avec une capacité de 2500 mètres cubes. Après donc on a un traitement de séparation et d'épaississeur et plus tard on retrouvera donc la séparation des eaux traitées et de la boue pour se retrouver donc dans ces lits-là. La station peut connecter au-delà du site d'autres communes. Les 20 000 habitants de la zone de recasement, à partir de la station de pompage qui se trouve à 2 km 500, leurs eaux sont pompées ici. Mais il faut préciser que la station est extensible à 60 000 habitants. Le site a bénéficié également de la construction d'un centre socio-éducatif où de jeunes filles sont formées à la couture et à la coiffure et initiées à l'économie familiale. Le ministère de la Famille va les accompagner pour une meilleure insertion dans le monde de l'entrepreneuriat. L'autre volet de ce centre est la formation de 200 femmes à la transformation des produits locaux, mais également l'accompagnement en maraîchage et à l'horticulture. Des activités génératrices de revenus pour les femmes de Tivaouane Peulh. Le chef de l'État salue la vision qui a prévalu dans la mise en œuvre de ce site de recasement. Un aménagement nouveau a été fait avec tous les attributs d'urbanité, d'abord la voirie, l'assainissement, l'éclairage public, mais aussi les infrastructures sociales et professionnelles, comme ce centre socio-éducatif, socio-culturel, qui permet la prise en charge et la formation des jeunes filles dans différents métiers. On l'a vu comme la couture, comme la coiffure, mais aussi pour les dames avec la transformation des céréales, des fruits et légumes, mais aussi le maraîchage et l'horticulture, notamment le jardinage sur table. Alliant espace de vie et formation, le modèle est à accompagner et à démultiplier dans d'autres localités. Avec les perspectives qu'offre l'ouverture de la section 3 de la VDN, le président Macky Sall souhaite une bonne gestion du foncier pour améliorer le cadre de vie. Ce foncier doit être encadré pour ne pas retomber dans les mêmes travers et donc réserver des zones à aménager pour des activités dédiées, ouvrir des zones d'habitation, mais dans une harmonie urbanistique. Après Tivaouane Peulh, sur le chemin du retour à la mairie de Guédiawaye, le président de la République a rendu une visite de courtoisie à Serigne Bass Bara Mbacké à la cité des HLM Las Palmas. Le religieux mouride a prié pour la réalisation des grands projets du président Macky Sall et pour une paix durable au Sénégal. Le chef de l'État a remis aujourd'hui le drapeau national à la délégation des sportifs qui vont représenter le Sénégal aux Jeux Olympiques de Rio. Il s'agit de 24 athlètes qualifiés aux JO qui ont reçu le message du chef de l'État, message de fraternité et de combativité et de courage. Donc c'est un compte rendu de Pape Biram Bigué Ndiaye. Ce sont des visages à retenir, des lions et lionnes prêts à rugir sur l'arène des Jeux Olympiques de Rio. Le moment d'un cérémonial de prestige, un rituel sacré. Nos sportifs sont gonflés à bloc par un chef d'État qui les invite à s'inspirer de leurs illustres aînés, tels que Amadou Diaba, médaillé d'argent au JO de Séoul, et Amimba Ketcham, champion du monde aux 400 mètres à Edmonton. Le message du président Macky Sall sonne comme un discours qui transcende. Faites honneur à la nation en incarnant les valeurs de Djom, de Fit et d'Angor, dans l'humilité et la dignité. En ambassadeur émérite du Sénégal,
adopter en toutes circonstances un comportement éthique, la sportivité et le respect de l'adversaire. Le message s'adresse à la vingtaine d'athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio. Il s'agit notamment de l'équipe nationale féminine de basketball, des athlètes, des sportifs en arts martiaux et lutte olympique. L'État a mis tous les moyens nécessaires pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions de performance. Votre engagement en faveur du sport, Monsieur le Président, votre attachement aux valeurs qu'il promeut et votre soutien nous valent cette année d'avoir qualifié 24 athlètes pour représenter notre pays aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. Investis de votre confiance et porteurs des espoirs de tous nos compatriotes, nous aurons à cœur de nous hisser à hauteur de l'événement pour faire honneur à ce drapeau symbole de notre souveraineté, fierté de tout un peuple que vous incarnez. Vous avez personnellement tenu, Monsieur le Président, à mettre la délégation de notre pays dans des conditions optimum de participation. Comme je l'ai dit, rien n'a été négligé. Ces Jeux Olympiques de Rio vont se dérouler dans un contexte particulier, marqué par une insécurité qui n'épargne aucun pays du monde. Le président Macky Sall invite nos sportifs à intégrer cette dimension menace terroriste. Une période trouble, marquée par le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité organisée, qui se nourrit de l'ignorance, de l'intolérance et de l'exclusion sociale. La résolution de cette crise des valeurs engage tous les citoyens du monde, y compris bien entendu les sportifs de tous les continents. L'air qui avance petit à petit a fini d'engloutir une bonne partie du cimetière, témoigne le vieux El Hadj Daouda Gueye. Cette zone isolée et menacée par le déferlement des vagues place beaucoup d'espoir dans la visite du président Macky Sall. Bargny rêve d'un littoral sain à travers la stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière. Bientôt la fin du calvaire des femmes transformatrices de produits halieutiques dans la commune de Mbao. Un nouveau site de transformation moderne pour ces femmes sera construit dans la zone. L'objectif pour les autorités est de permettre à ces femmes d'évoluer dans de meilleures conditions de travail pour augmenter leur productivité. Une annonce bien accueillie par les populations. Ibrahim Odong, reportage. Un quartier en effervescence, synonyme de joie et d'espoir. Un espoir que les femmes transformatrices de produits halieutiques de Mbao nourrissent. Bientôt, leurs conditions de travail vont s'améliorer grâce à l'implantation d'un site moderne de transformation de produits halieutiques. Nous avions un problème sérieux avec les effets néfastes de la fumée et des odeurs qui dégageaient de ce site. Alors, les voisins se plaignaient un peu à cause de cette pollution, mais on ne pouvait que tolérer et faire avec. Du moment que l'État est venu avec un projet qui va vraiment régler tout ce problème, solutionner nos inquiétudes, je crois que l'impact est là, bien réel et concret. C'est sur ce site dépourvu de toutes les normes d'hygiène et de sécurité que les femmes de Mbao exercent leur métier. Aujourd'hui, elles attendent beaucoup du président de la République. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons le président Macky Sall à Mbao. Et nous souhaitons, une fois la réalisation du site de transformation des produits halieutiques, qu'il ait un suivi pour la durabilité de l'ouvrage. C'est prévu dans le projet donc une garderie pour que toutes les mamans qui vont venir vont poser, mettre les enfants à côté avec des monitrices qui vont les gérer. Même si les femmes sont à l'honneur, les pêcheurs, eux, ne cessent de magnifier les efforts consentis par le gouvernement dans la modernisation du secteur de la pêche. Nous lui dirons merci parce que quand même il a fait quelque chose de grandiose. Il a subventionné des moteurs, il a diminué le carburant. On a entendu qu'il est en train de construire des quais de pêche partout au Sénégal. Malgré que Mbao n'a pas de quai de pêche, mais nous attendons notre part. De ce fait que nous sommes très contents. Parce que ce qu'il a fait à Yoff ou à Bargny, il a fait pour tous les pêcheurs du Sénégal et que nous sommes très satisfaits.
Environ 700 femmes vont donc voir leur productivité augmenter grâce à un meilleur cadre de travail. Suffisant pour dire que l'émergence du Sénégal ne peut se faire sans les femmes. Après la réalisation de la phase 3 de la VDN, le chef de l'État a lancé officiellement cet après-midi les travaux de la phase 2. La section 2 fait la jonction entre la première section qui part du 6S et la troisième section qui aboutit à Guédiawaye, des travaux d'envergure pour rendre plus fluide la circulation. Un reportage de Amadou Aramtiam. Des ouvriers et des engins à l'œuvre, les piliers du pont ornés aux couleurs du drapeau national. Ici, les responsables du chantier mettent les bouchées doubles avant l'arrivée du chef de l'État pour le lancement des travaux. Un projet structurant d'envergure qui va du 6S au Golf Club de Guédiawaye. C'est une route qui fait à peu près 6 km en 2 fois 2 voies, avec une compte allée aussi sur tout le long. Ce projet de construction de la section 2 de la VDN s'identifie par des ouvrages qui font sa particularité. Qui est derrière nous, c'est un viaduc qui fait 970 mètres avec disons 26 travées. Ça permet d'éviter à peu près 3 carrefours. Le carrefour de l'unité 26, le carrefour de la route qui va qui sort du cimetière et le carrefour de la brèche de Djamalai. Donc on a préféré déniveler pour ne pas un peu gêner la circulation. L'autre important ouvrage, c'est l'ouvrage de type Bosring qui fait une portée de 350 mètres qui se trouve à Cambérène, au niveau du mausolée. Là, surtout, c'est pour éviter d'obstruer un peu la vue des pèlerins en période de pèlerinage. Une route en 2 voies avec l'aménagement d'un terre-plein central, d'un caniveau sur tout le long et d'une contre-allée pour la desserte intérieure. Autant de précautions pour faciliter la fluidité de la circulation. Un impact positif que les riverains apprécient. J'emprunte cette voie au moins 4 fois dans la journée, en aller-retour pour aller au boulot. Je crois que dans le cadre de la fluidité de la circulation, ça va nous aider. Mais nous, en tant que riverains, en tant que parcellois, et j'oublie pas, ceux qui sont au-delà des parcelles assainies vont gagner énormément en termes de temps. Ce que le gouvernement est prêt pour faire,